Le sujet qui va nous intéresser maintenant, c'est le management. Pardon. C'est le management et comment est-ce que les jeunes générations viennent un peu bousculer peut-être certaines pratiques RH et certaines pratiques de management dans le secteur culturel, et comment est-ce que le secteur culturel doit aussi s'adapter aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc avec moi j'ai Delphine Schwarzbrot, qui est DRH au Palais de Tokyo, Axel Chambost qui est... Alors moi je suis responsable affaires sociales au syndicat national de l'édition, donc édition de livres. Et Alix Martet qui est cofondatrice d'Omnia Culture. Si vous ne la connaissez pas, vous avez tort. Il faut connaître Omnia. Et la suivre sur LinkedIn. Et la suivre sur LinkedIn. Non, parce qu'effectivement, Alix et Omnia sont très actifs sur LinkedIn et très actifs sur l'insertion des jeunes. Exactement. Dans le secteur culturel. On a bientôt 20 000 abonnés là, sur la page LinkedIn entreprise de Omnia. Ouais. Merci. Très bien. Et d'ailleurs, je me suis un petit peu inspiré de la page LinkedIn d'Alix pour construire cette table ronde, parce que je me suis dit, il y a beaucoup d'idées reçues sur les jeunes, en fait, de la part des institutions culturelles, mais pas que, en fait, qui circulent, et on va essayer de les prendre d'en prendre quelques-uns et de s'amuser avec, et surtout de les questionner pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on a dit ça. Le premier que j'avais repéré, c'était que les jeunes ne sont plus attirés par les métiers de la culture parce que les salaires sont trop bas et que ça demande trop d'engagement de travailler dans la culture. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a vraiment des métiers en tension dans vos secteurs respectifs, et comment est-ce qu'on peut les rendre à nouveau attractifs? Peut-être commencer par le musée. Le centre d'art. Le centre d'art. Ah oui, on fait tous la confusion. Alors, je dirais que pour les postes avec des horaires normaux, il n'y a pas vraiment de perte d'attractivité, au contraire. Mais je sais que ce qui n'est pas notre cas, puisque nous, on externalise les agents qui sont là le soir, par exemple, quand il y a des nocturnes ou jusqu'à 21h. Nous, nos horaires, c'est de 10h à 18h30, les horaires dits de bureau. Et donc, pour la fonction qu'on externalise pour les soirs et les week-ends, là, oui, je sais qu'il y a des tensions. En général, c'est des étudiants, soit aux Beaux-Arts ou à l'École du Louvre, ou sur toutes sortes d'autres disciplines artistiques, qui arrondissent leur fin de mois ou bien qui, à la sortie de leurs études, ne trouvent pas de boulot et qui travaillent pour des agences qui les placent le week-end ou le soir. Et là, effectivement, eux nous disent qu'ils ont des difficultés à recruter. Donc c'est plutôt au niveau des horaires de travail. Voilà, je dirais que ça. Depuis les confinements, on voit vraiment que c'est important. Parce que je pense qu'on en parlera après, mais l'équilibre avec la vie personnelle est très important. Et côté édition, c'est pareil. Côté édition, alors on a des gens qui sont... Les jeunes qui viennent dans le secteur sont des passionnés du livre, donc on a sur le cœur de métier, donc vraiment le métier, on commence par assistant d'édition, donc vraiment sur le métier éditorial, la création, le métier artistique, on n'a pas trop de difficultés, même si sur tout ce qui est artistique, il y a pas mal d'externalisation, donc c'est moins chez nous. On a des métiers en tension sur des métiers comme le contrôle de gestion. Donc voilà. Mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Sur la fabrication, mine de rien, parce que sont des métiers... traditionnellement, le livre attire beaucoup de filles. Je vois dans la salle, il n'y a que des filles. Donc je vais parler un peu chiffres. Le secteur de l'édition, c'est 73% de femmes. Voilà. Donc 73% de femmes, je suis désolée, nous cherchons des hommes. Désespérément, sur certains métiers, j'ai des DRH qui tirent la sonnette d'alarme en me disant j'ai mes organisations syndicales qui n'arrêtent pas de m'embêter parce qu'on a des métiers trop féminins et on cherche des hommes. Et par contre, voilà, sur les métiers de la fabrication, là c'est un métier très masculin et on cherche des femmes. Alors la fabrication, c'est un métier passionnant parce que ça touche en même temps la fabrication du livre et toutes les questions environnementales. Ce sont des métiers
Alors, les éditeurs cherchent toujours le mouton à 5 pattes, n'est-ce pas? Donc, c'est un des sujets. Ok, j'ai pas vu les questions, donc désolée. Non, mais et il faut me couper parce que je suis bavarde. Je suis un peu bavarde. Et donc, la formation, on a un BTS édition qui, alors il porte très mal son nom parce que le BTS édition, en fait, c'est de la fabrication. Et derrière, on a mis en place des licences pro parce que les professionnels trouvaient que les gens qui sortaient du BTS n'étaient pas assez formés pour s'adapter au rythme et aux compétences demandées dans les maisons d'édition. Donc on a créé 2 licences pro. Et malgré ça, on a quand même du mal à avoir des gens motivés pour venir travailler dans ce domaine-là. Voilà. Et Alix, d'une manière plus générale Donc, de manière plus générale, nous, l'avantage chez Omnia Culture, c'est qu'on a une vision assez globale des 12 secteurs culturels et créatifs, puisque en tant que moi-même chasseuse de tête et coach carrière, j'ai les 2 aspects, puisque je suis au contact de recruteurs, managers, et au contact des candidats eux-mêmes. Donc je peux avoir un peu les 2 approches. Et c'est vrai qu'il y a certains secteurs et certains métiers qui, depuis la crise Covid, on se souvient peut-être, vous l'aviez vu à l'époque, la lettre ouverte des professionnels des syndicats du spectacle vivant, par exemple, qui alertait sur la crise des vocations, comme ils appelaient ça, dans certains métiers, notamment les métiers typiquement occupés par des intermittents du spectacle, donc les métiers de la technique, principalement dans les festivals, dans les salles de concert. La technique audiovisuelle aussi était assez représentée dans ces cas d'études. Et c'est vrai qu'il y a une dimension, on va dire, au niveau des horaires, voilà, ça c'est certain. Depuis la crise Covid, les professionnels, mais même des professionnels plus expérimentés, hein, là on parle des jeunes, mais moi j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle dans les métiers de la culture, ils ont ces mêmes préoccupations, hein. Le fait de trouver cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est vraiment de plus en plus présent dans les demandes qu'on a de la part des candidats. Et malheureusement, il y a beaucoup, moi je les appelle les michous, mais en fait c'est ces recruteurs, souvent boomers, qui sont encore dans cet état d'esprit, d'il y a encore 20 ans, hein, dans le secteur culturel, où de toute façon tout le monde se pressait à la porte, et il n'y avait qu'à choisir, aucun souci, on prend le meilleur profil pour le moins cher, et qui là se retrouve en fait dans une situation, comme les salaires ont très peu évolué, hein, malgré l'inflation, ça il ne faut pas le cacher, qui se retrouve dans une situation où le fait d'avoir ces salaires qui restent 30% en moyenne plus bas que dans d'autres industries, même pour des simples postes, un chargé de communication dans l'agroalimentaire sera toujours payé 30 à 40% plus que dans la culture, tout secteur de la culture confondu. C'est vraiment une différence sectorielle. Donc il y a cet aspect du salaire, effectivement. Puis aujourd'hui, qui peut vivre avec un SMIC en région parisienne, quoi ? Franchement, il faut me le dire. Il y a quand même beaucoup de métiers où ça ne dépasse pas à peine au-dessus du SMIC. On pense beaucoup les médiateurs culturels, très souvent, qui sont dans des situations assez précaires, à mi-chemin entre plusieurs CDD, tout ça. Donc oui, il y a une certaine crise des vocations, mais qui est due, je pense, principalement à cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Les salaires aussi qui malheureusement stagnent, enfin ça dans d'autres secteurs aussi, hein, on est vraiment aujourd'hui, avec l'inflation, ça devient difficile, notamment dans les métropoles. Et de manière générale, ce qu'on a observé, puisque ça fait 4 ans maintenant qu'on est actif dans le milieu du recrutement, c'est que même au niveau des fonctions support, il y a notamment 2 filières métiers principales qui sont quand même assez en tension, où là le nombre de candidats est inférieur au nombre d'offres disponibles sur le marché. Ça va être les fonctions administratives, de gestion administrative des entreprises, donc contrôle de gestion, comptabilité, mon Dieu, trouver un comptable dans la culture. D'ailleurs on en cherche. Non mais j'imagine, vous n'imaginez pas la difficulté à trouver des comptables, parce qu'effectivement, ils peuvent aller dans n'importe quelle autre industrie, ils pourront doubler leur salaire quasiment, il y a au moins 50% de plus. Et il n'y a pas que ça, dans le spectacle vivant, il y a un simple assistant administratif sur des missions juridiques, fiscales, comptables, ou même de ressources humaines.
va être parfois difficile à trouver. On a aussi une tension sur les métiers commerciaux beaucoup. La billetterie par exemple, c'est très difficile aujourd'hui maintenant de trouver des professionnels de la billetterie, même des professionnels expérimentés, hein. Et les fonctions sales comme on appelle ça, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu moins glamour, mais qui sont liés au développement économique des entreprises culturelles, que ça soit du commercial pur, ça peut être du mécénat aussi, ça peut être, voilà, je l'ai dit, la billetterie, les privatisations, l'événementiel, tout ça. La diffusion. Désolée, Entrez. j'avais noté 17h30, je présente Pas de soucis. Et la diffusion, voilà, ça fait partie... Mais il y a des métiers, que je vous présente. Véronique, Bonjour. qui est... Pour me présenter, c'est Oui. ça? oui, comme ça, on venait de boucler un peu la première question, donc comme ça fait, on pourra se faire réagir du coup dessus. Véronique qui est coprésidente de l'APAS. l'APAS, c'est l'association des professionnels de l'administration du spectacle, donc ça tombe bien parce qu'on parlait justement des métiers administratifs qui étaient un peu en tension. Et par ailleurs, directrice de production et fondatrice du Bureau des filles. Voilà. Et on parlait des métiers en tension, et Alix disait que dans ceux qui étaient en tension, il y avait les métiers plutôt de l'administration, justement, et de tout ce qui était gestion, comptabilité, fonction support, un petit peu, qui pouvait être un peu en tension. Je sais quand on avait préparé, c'était pas forcément... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tous les métiers de notre secteur sont en tension. Les métiers... Pas tous, non, pas tous. Enfin, nous en tout cas, équipe artistique, et en tout cas pour la partie spectacle vivant, les métiers de la production, de l'administration, également de la diffusion, sont énormément en tension, à tel point qu'il est très compliqué aujourd'hui de trouver des professionnels, et que nous à l'APAS on organise un LAPAS Tour avec un système de mentorat pour essayer, pour les personnes qui seraient tentées par ces professions, de voir comment on peut les soutenir, les encourager et les mentorer dans leur début. Mais c'est vrai que là on arrive à des rapports en fait entre le nombre de personnes recherchées et le nombre de personnes disponibles qui en fait s'est considérablement affaibli depuis la crise du Covid. C'est vrai que nous, dans les métiers de la production aujourd'hui, on en arrive à parfois des journées où on reçoit 5, 10, 15 demandes d'équipes artistiques qui cherchent des professionnels. Et c'est vrai qu'au sein de l'APAS, on n'a pas forcément toutes les clés pour comprendre cette crise, parce que en fait, ce sont tout de même des métiers où, quand on arrive à se construire un cadre, peuvent être très satisfaisants et pas moins rémunérateurs que les autres. Donc on fait aussi, dès qu'on peut, des interventions auprès des écoles pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'est la nature de nos métiers, pour essayer d'encourager les vocations. Mais c'est vrai que dans les structures aussi, en ce moment, ils ont beaucoup de mal à trouver des administratrices et des personnes qui s'occupent de la production. Donc il n'y a pas que les équipes artistiques qui sont dans cette situation, mais également toutes les institutions du secteur en fait. Il y a une question de taille aussi d'entreprise. Enfin, nous, en tout cas, dans l'édition, on a des grosses entreprises qui recrutent beaucoup et les petites. Dans les grosses, la qualité du au travail, elle est bonne. Faut bien cibler la grosse entreprise parce qu'on est dans un phénomène de concentration, donc parfois ça peut être compliqué, mais globalement dans les grosses entreprises, ils n'ont pas de problème pour recruter. C'est plus nous dans les petites et moyennes, parce qu'on va avoir, en fait on va chercher des gens qui sont multifonctions, qui sont polyvalents, et là c'est plus compliqué à trouver. Mais nous, l'édition, c'est environ 1300 embauches par an, encore maintenant. Donc c'est pas, et on est sur du CDI dans les trois quarts des cas. Nous, on cherche aussi un métier qui on a peut-être, alors on n'est pas en tension, mais qui est un métier qui va être de plus en plus recherché chez nous, ce sont les juristes.
Les juristes, tu en as parlé, et en fait, nous, les juristes propriété littéraire et artistique, c'est très recherché parce qu'on a, avec l'arrivée de l'IA et tout ce que ça bouleverse au niveau de la création, du droit d'auteur, de la protection des données chez nous, eh bien, on est en recherche de juristes qui vont pouvoir analyser, anticiper, y compris tout ce qui nous vient de l'Europe, parce qu'on a une réglementation de plus en plus importante et on doit analyser toute la journée, on analyse des textes qui nous tombent de la Commission européenne. Nos enjeux, donc c'est l'IA, c'est l'environnement, c'est tout ce qui est environnemental. En ce moment, on a 2 textes, alors je donne des exemples comme ça, mais on a un règlement européen sur la déforestation, donc dans le livre, inutile de vous dire que voilà, donc il va falloir qu'on analyse la particule du papier pour voir d'où elle vient, pour pouvoir répondre aux obligations européennes. Donc voilà. Et on a des enjeux sur les huiles minérales, donc c'est tout ce qui est impression des livres et donc les huiles qui sont utilisées. Bref, voilà, ça part de la relation avec l'auteur, comment on gère la relation et toute la partie juridique à ce niveau-là, jusqu'à traiter de sujets juridiques. Il me semble que Dauphine a un master, non, en propriété intellectuelle, je crois. Il doit y en avoir un. Il me semble, Il me oui. semble. Je connais pas tous En les droit de la Dauphine. propriété intellectuelle. Et c'est vrai qu'en fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est que je vois, nous, aujourd'hui, on a un juriste qui est arrivé au SNE. On a notre juriste qui part en congé maternité. On a reçu 4 CV. Enfin, c'est pas énorme. Enfin, je trouve que c'est pas... Et en fait, on a piqué le juriste d'une maison d'édition. Oh, vous êtes allé le chasser? Ouais, voilà. On est allé le chercher. Il était en fin de contrat. On lui a dit tu peux pas terminer un peu avant. C'est arrangé avec la maison d'édition et il est venu chez nous. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de profils. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui viennent sur ces métiers-là non plus. Alors moi, au niveau du bureau des filles, c'est complètement le contraire. Je n'ai absolument aucun problème pour recruter des chargés de production. Le bureau des filles, c'est un bureau de production qui est destiné à promouvoir les femmes et personnes trans et non-binaires qui se consacrent à la mise en scène et d'une façon plus générale à accompagner les personnes qui sont sous-représentées dans notre secteur. Dont oui, les femmes, les personnes queer, mais également les personnes handicapées, les personnes issues de milieux sociaux modestes, les personnes non blanches. Donc, en fait, j'ai deux structures. Une structure où j'ai 3 grosses compagnies qui sont très installées, comme par exemple David Lescaut, qui est artiste associé au Théâtre de la Ville, qui fait énormément de représentations et qui a beaucoup de projets. Donc, voilà, en fait, mon fonctionnement, ça marche sur 2 pieds. Un pied, ce sont des grosses structures, et l'autre pied, c'est le bureau des filles, où là, j'accompagne 10 artistes qui travaillent essentiellement sur des thématiques intersectionnelles. Et c'est vrai que, du coup, ce qui permet à cette structure de fonctionner, c'est en fait une mutualisation des frais au prorata du chiffre d'affaires de chacun, ce qui permet aux compagnies les moins solides de bénéficier tout de même d'un accompagnement à plein temps, mais comme leur chiffre d'affaires est moins important et que de facto leur production demande moins de travail que celle des compagnies plus importantes, ça permet de travailler réellement sur le développement. Et c'est vrai que moi, quand je cherche un ou une chargée de production pour le bureau des filles, j'ai à peu près 120 à 140 propositions, et en général, j'ai plutôt l'embarras du choix. Et je pense que ça dépend beaucoup aussi des problématiques qui sont proposées. Et moi, travaillant sur des problématiques, je pense, qui concernent et attirent beaucoup les personnes qui sont jeunes diplômés ou moins jeunes diplômés, parce que là, je viens de recruter, enfin, il y a 1 an, une personne qui a 37 ans, donc de nombreuses années d'expérience derrière sur le développement des relations internationales. Je pense qu'il y a aussi la question de l'attractivité du poste, des thématiques, des artistes, et c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout confrontée à cette difficulté-là, en fait. Nous aussi, on avait recruté, c'est l'exemple que j'avais donné aussi lors de la dernière conférence que j'avais faite avec Delphine, mais nous aussi, on avait recruté pour une boîte de production de musique jazz, qui fait à la fois label, donc accompagnement des artistes, musiciens, et qui organise aussi son propre festival. Et ça, en général, quand il y a un festival,
En production, on reçoit pas mal de candidatures, mais on ne s'attendait pas en fait à une telle différence, c'est-à-dire qu'on a recruté sur 2 postes, c'était la même entreprise, CDI, junior, donc on demandait 1 à 2 ans d'expérience, stage et alternance compris. On a recruté un chargé d'administration et un chargé de production. Pour le chargé de production, on a reçu, à peu près une centaine, 150 de candidatures. Pour le poste de chargé d'administration, c'est la même entreprise, le même niveau d'études. Hein. On a reçu 15 candidatures. Et là, on s'est dit, ah oui, d'accord, ok. Mais donc, au final, on a réussi à convaincre une chargée de production de passer sur le... Voilà, c'est des fonctions au final qui sont assez proches. Mais voilà, c'est assez caractéristique. Et ça joue énormément aussi à l'image que l'entreprise renvoie dans son secteur auprès des candidats, ce qu'on appelle la marque employeur aussi. Oui. Et c'est vrai que quand on est une entreprise qui porte des valeurs sociales aussi très fortes, c'est tout de suite plus attractif aussi, notamment pour les jeunes, évidemment, qui sont de plus en plus sensibles aussi à cette thématique. Voilà, c'est un levier d'attraction. Travailler sa marque employeur pour améliorer son attractivité. Oui, ou ne pas la travailler, mais qu'elle existe. Ou qu'elle existe, voilà. Juste, c'est les valeurs qui portent la structure. Oui. Moi, je ne travaille rien du tout. Oui. Juste, je choisis les artistes en fonction de mes intérêts personnels et mes coups de cœur, et il s'avère que ce qui se dégage de l'édifice que j'ai bâti est une structure qui est attractive, mais je ne travaille pas à la rendre attractive, en fait. On avait travaillé aussi avec La Petite, le bureau à Toulouse, qui est un organisme de formation spécialisé dans le métier du spectacle vivant, et notamment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant. Et pareil, l'administratrice n'a jamais spontanément travaillé sa marque employeur, mais au vu du sujet abordé de manière générale et des formations que l'organisme propose, naturellement, en fait, il y a de l'attractivité, c'est-à-dire qu'il reçoit même des candidatures spontanées, assez régulièrement. Donc il y a quand même une question de l'attractivité aussi des entreprises de manière générale. Si on parle ensuite, le deuxième cliché qui circule, que les jeunes sont plus exigeants sur les conditions de travail, rémunération, possibilité de télétravail, etc. Mais on en a déjà un petit peu parlé juste avant, et c'est a priori quand même plus lié à la crise Covid qu'à un phénomène de génération. Non, moi je ne trouve pas. Les jeunes, moi je trouve, sont beaucoup plus sensibles que nous on l'était à notre époque. Moi j'ai eu mon premier CDI en 89, donc ça remonte, mais on travaillait jusqu'à minuit, on travaillait le week-end, mais on se demandait même pas pourquoi. C'était normal, on était hyper investis, hyper engagés, il y avait beaucoup de boulot, on y allait le week-end, on partait tard le soir, et on s'interrogeait pas en fait, alors qu'aujourd'hui, et je dis pas du tout que c'était bien, c'était comme ça en fait. Bon, je parle d'un exemple qui était plutôt privilégié, parce que c'était quand je travaillais chez Cartier, et donc on avait des très bons salaires, on avait une marque extrêmement prestigieuse, des sujets passionnants, donc c'était pas un problème non plus de travailler beaucoup, mais par contre on n'avait pas ce garde-fou de privilégier, enfin en tout cas d'équilibrer notre vie personnelle, qui était d'ailleurs assez pauvre, enfin, en tout cas me concernant, de fait, et on n'avait pas du tout ces questions à l'esprit qu'ont aujourd'hui les jeunes, et ce que je trouve très très bien, et pas seulement depuis le Covid, je pense, c'est parce que c'est vraiment une génération qui a le sens de ce qui est essentiel, de ce qui n'est pas essentiel. Peut-être c'est à cause de la fragilité aussi de notre environnement, des guerres, je sais pas, du sida, de tout ce que nous on vivait dans les années 80, on n'avait pas encore de plein fouet. Donc ils ont conscience de la fragilité des choses, et donc ils veulent vivre aussi, ils veulent vivre leur vie, ils veulent vivre leurs engagements associatifs, leur famille, et moi je trouve ça très bien. Et c'est pas seulement le Covid, c'est vrai que le Covid a complètement accéléré tout ça, parce que ça a d'abord donné des outils, notamment le télétravail, par exemple nous au Palais de Tokyo on n'avait pas du tout d'ordinateur portable avant le Covid. Grâce au Covid maintenant on en a tous, on n'avait pas d'accord télétravail, on en a un. Donc on s'est équipé pour pouvoir télétravailler et donc équilibrer notre vie personnelle et notre vie professionnelle, et avoir moins de temps de transport et être plus reposé, ou avoir du recul pour faire des choses de fond.
Mais je pense que c'est vraiment aussi lié à la génération, enfin, vous savez mieux que moi, mais moi, par rapport aux candidats que je reçois et qui interrogent c'est presque aussi important que le salaire, l'équilibre vie pro, vie perso, le télétravail, les horaires, les RTT. Les RTT. Et la RSE aussi. Alors, oui, la RSE, ouais. C'est plus. Nous, on a des questions. Dans le sens du collectif. Ouais, Moi, j'avais pas du tout le sens du collectif. Mais là, pour eux, c'est très très important qu'il n'y ait pas de gobelet à la machine à café, qu'il y ait de la vaisselle recyclable quand on a l'espace convivialité, qu'il y ait du compostage de nos déchets, tout un tas de choses que nous, on n'avait pas du tout à l'esprit. Je vous vois acquiescer. Oui, parce que j'ai une anecdote. J'ai un DRH qui a été assez surpris, mais il avait recruté une jeune femme. Alors je ne sais plus à quel poste, et au bout d'une semaine, elle vient le voir et elle lui dit moi je peux pas continuer à travailler, c'est pour le plus grand groupe français d'édition. Donc avec des conditions de travail et puis là pour le coup des niveaux de rémunération qui sont plutôt bien dans le secteur. Et qui lui dit mais moi c'est pas possible parce que en fait vous utilisez trop de papier. Moi ça me perturbe de voir autant de papier et de forêts détruites. Il a dit oui mais en fait vous n'avez pas compris, en fait nous le papier qu'on utilise il vient il vient de forêts gérées durablement. Enfin il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour justement respecter l'environnement et tout. Elle dit ouais non mais moi ça me perturbe trop, et donc elle a quitté la boîte parce que quand on vient dans l'édition de livres, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le livre c'est encore très à l'ancienne, mais c'est 80%, même 85% de livres imprimés qui sont vendus. En fait, le numérique, ça ne marche pas et c'est peut-être encore plus polluant que le livre papier. Et le livre audio, c'est au démarrage et on n'est pas trop. Donc, on est encore très dans une culture papier. Et donc, ça lui avait pas convenu. Après, oui, je ne pense pas que ce soit le Covid. Je pense que c'est vraiment une question de génération. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que nous, on s'est peut-être un peu. Moi, je suis avocate à la base, donc quand j'ai commencé à bosser en cabinet d'avocat, inutile de dire que c'était des horaires travail le week-end tout le temps, des impératifs liés à nos dossiers. Et je trouve que ce qui est bien maintenant avec la génération qui arrive, c'est que elle met des barrières, ce que nous on n'a pas réussi à faire et on s'est peut-être à un moment laissé déborder. Moi j'essaye de voir le côté positif en me disant c'est vrai, et je me dis et je trouve que c'est un bien. Alors nous là pour le coup l'exemple du SNE, on a pas des très très jeunes, on en a quelques-uns mais pas beaucoup. On a pas mal de trentenaires et des quarantenaires, cinquantenaires. Et on voit que cinquantenaires restent jusqu'à pas d'heure. Et les autres, 18h, 18h30, ils partent parce qu'ils ont des choses ailleurs. Mais nous aussi, on a des choses ailleurs. Mais on a une espèce de barrière psychologique qui est, on doit rester, il y a encore plein de trucs, on va être débordé. En fait, laissons le temps au temps. Et je trouve qu'ils ont raison, en fait. On y arrive, et ce serait bien que en fait, tout le monde se mette à avoir une vie... à mettre un peu plus en avant sa vie, à privilégier un peu plus sa vie personnelle. Après, nous dans l'édition, on a pour l'instant une maison d'édition, je trouve ça intéressant, qui a mis en place la semaine de 4 jours et demi. Et donc, voilà, le vendredi après-midi. Alors, je ne sais pas si à la base c'est pour le bien-être des salariés ou si c'est parce qu'il y avait un problème budgétaire et qu'ils ont voulu, qu'ils ont essayé de... 4 jours et demi. Non, ils sont payés 5 jours, mais ils travaillent 4 jours et demi. Mais donc, budgétairement, c'est quoi l'intérêt ? Et l'intérêt, c'est que déjà, vous faites des économies au niveau du chauffage, de l'électricité, au niveau de l'espace, et que pendant certains temps, alors moi, et leur accord dit que compte tenu de la réduction du temps de travail, le niveau de salaire est garanti et maintenu pendant quelques années, et donc il n'y a pas d'augmentation pendant quelques années parce qu'en contrepartie il y a eu cette réduction du temps de travail. Au départ les managers étaient opposés en disant mais non mais c'est pas possible, 4 jours et demi,
on ne peut pas gérer, il y a trop de choses à faire. Et puis, donc il y a eu un test de 6 mois et au bout de 6 mois, tout le monde a voulu reconduire parce qu'au final, les gens se sont rendus compte que c'était faisable de travailler 4 jours et demi par semaine. Alors après, nous dans le secteur, il y a quand même les festivals, tout ça qui se tiennent, les festivals littéraires qui se tiennent le week-end, donc voilà, il y a quelques exceptions. Hein. Mais au final, les gens, le vendredi après-midi, parce que c'est le vendredi après-midi, c'est imposé pour tout le monde, c'est on peut faire ses démarches administratives, on peut aller chez le médecin, on peut faire d'autres choses, partir en week-end avant, faire des choses qu'on faisait avant, mais en posant une journée de congé. Et tout ce qui se faisait en 5 jours se fait en 4 jours et demi. Les temps de réunion se sont réduits, parce qu'en fait, ils se sont dit on a plus à faire en moins de temps, donc, et il y a moins de perte de temps dans les réunions. Donc ils se sont adaptés. Je crois qu'il y a Véronique qui voulait réagir. Oui, alors moi, c'est une structure qui est beaucoup plus petite, hein, puisque on est 7. Je travaille avec des chargés de production qui en majorité sont assez jeunes. Enfin, sur les 7, en tout cas, il y en a 2 qui ont entre 35 et 40 ans et les autres qui ont plutôt moins de 30 ans. Donc oui, moi je remarque aussi cette évolution, effectivement, de revenir à un emploi du temps plus raisonné, et je trouve ça très bien. Moi je fonctionne vraiment à la carte, en fait, avec mes collaboratrices. En fait, tout le monde est aux 35 heures. Et après, en termes d'organisation, c'est souple, en fonction des désirs de chacun. On a eu une discussion où on s'est aperçu qu'il y avait certaines personnes qui préféraient travailler 4 jours par semaine et d'autres qui préféraient travailler 5 jours mais être en télétravail 1 jour par semaine. Donc c'est ce qui se passe en fait. Il y a une personne qui fait des horaires étendus sur 4 jours et qui ne travaille pas le vendredi, et les autres qui sont en télétravail le vendredi, mais le vendredi le bureau est fermé, mais pas pour des raisons d'économie, puisque nous ça ne nous fait rien économiser du tout. Et après, c'est vrai que la spécificité qu'on a dans notre secteur, c'est les tournées. Donc, effectivement, on ne peut pas non plus s'en tenir à 10h, 18h tous les jours. Mais après, quand on part en tournée, il y a des récupérations. Et on rentre dans un autre système, mais un système de récupération. Et après, moi, c'est vrai que dans mon bureau de production, j'ai mis en place des vacances qui sont quand même assez étendues aussi. 1 semaine à chaque vacances scolaires et 4 semaines au mois d'août. Et en fait, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que le management, c'est ça en fait. Et moi, je suis vraiment très, très ravie et satisfaite de l'engagement des salariés qui travaillent avec moi. Je les trouve vraiment à fond dans ce qu'elles font, et je trouve qu'elles ne s'économisent pas du tout. Et je pense que les bonnes conditions de travail que je propose contribuent grandement à leur bien-être au travail, et du coup au fait qu'elles aient envie non seulement de donner le meilleur d'elles-mêmes, mais aussi d'être force d'initiative, de proposition, avec une responsabilisation par rapport au poste. C'est vrai que moi je ne suis pas non plus du tout à cheval sur le fait de prendre du temps sur son temps de travail pour aller chez le médecin, chez le psy, enfin je sais pas. Chacun a son rendez-vous de psy, des fois c'est le vendredi et des fois c'est un autre jour. Et moi, du moment que le travail est fait, que grosso modo les horaires sont respectés, je suis d'accord. Voilà, je suis pas du tout dans un mode comptable du temps de travail, mais je suis plutôt dans un esprit de facilité et de constater en fait depuis toutes ces années que plus le cadre de travail est doux, mieux se portent les personnes au travail, et mieux se portent aussi les entreprises en fait. Donc en ce qui me concerne, les compagnies. L'opposé d'un Michou. C'est exactement ça. Voilà, et donc moi je suis de toute façon sur des entretiens annuels où la plupart du temps il y a des augmentations qui ne sont pas équivalentes en fonction du remplissage ou non des objectifs qui ont été fixés l'année d'avant. Mais c'est vrai que je suis une petite entreprise qui fonctionne avec un cadre d'entretien annuel, avec des objectifs, on voit si on les remplit, on en fixe d'autres, on voit de part et d'autre s'il y a satisfaction, et on réévalue le salaire, mais chaque année il y a quand même une possibilité de réévaluation du salaire, quoi. Donc voilà, oui, ça a beaucoup changé, et tant mieux, parce que moi franchement, quand je vois là, on est à peu près la même génération. Les grandes entreprises, elles ont du mal quand même. Enfin, ce matin, j'étais encore en réunion avec des organisations syndicales, et il y en a une qui m'a alertée sur ce qui se passe dans une grosse boîte de notre secteur. Et elle me disait, Axel, vous vous rendez compte, ils sont en train de remettre en cause le télétravail.
Ça, Donc on en dans la fait, Silicon Valley, ben Amazon voilà. et Alors, compagnie, est-ce que c'est là, la mode américaine qui vient chez nous Est-ce que c'est parce que... alors, Parce que le télétravail n'a pas que du bon. Ah voilà. oui, parce que moi je peux témoigner par rapport au télétravail. J'ai eu des expériences qui m'ont fait aussi revoir complètement ma politique par rapport au télétravail. J'ai une chargée de production qui, en cours de route, est partie habiter à Marseille alors que mes bureaux sont à Paris. Et j'avais très envie de continuer à travailler avec elle. Donc elle a dit ok, moi je viens une semaine par mois à Paris et je me débrouille pour me loger pour pouvoir continuer. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais en fait, je me suis aperçue que le quotidien au bureau, c'est-à-dire les échanges qu'on a au quotidien qui nourrissent les pratiques, surtout les pratiques des juniors, en fait, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, finissait par faire défaut. Parce qu'en fait, elle m'appelait que quand elle avait une vraie chose importante à me demander. Mais les choses qui paraissent moins importantes, quand on les met bout à bout, finissent quand même par faire un volant important du travail de chacun. Et donc là, en fait, mais c'était une junior, parce que j'ai une autre expérience avec une senior qui travaille avec moi depuis 8 ans. Et elle a décidé d'aller ouvrir un gîte en Picardie, donc, mais de continuer à travailler quand même à mi-temps. Donc elle est administratrice à mi-temps et l'autre moitié du temps, elle s'occupe de son gîte. Et sur ces 2 jours et demi par semaine, elle vient un jour au bureau. Mais elle, en fait, elle a un tel niveau de compétence et on se connaît tellement dans le travail qu'en fait, ça suffit. Et la journée par semaine, on en profite pour faire une réunion de bureau où la parole circule, où chacun témoigne de ses expériences. Et voilà, son niveau de compétence fait que, en fait, quand elle a une vraie problématique à laquelle elle n'arrive pas à répondre toute seule, on s'appelle et là, ça fonctionne. Mais moi, le télétravail comme possibilité systématique, j'avoue que suite au Covid, j'avais revu mes pratiques et là, depuis, à vivre ça au quotidien, je me suis aperçue qu'il y a quand même des cadres qui sont assez importants dans lesquels on peut mettre en place le télétravail et peut-être à dose limitée et peut-être pas pareil pour tout le monde. Enfin, en tout cas, un jour par semaine, ça pose pas de problème, c'est sûr. Mais plus, il faut réfléchir aux modalités, je pense. Puis surtout qu'on travaille sur des projets, en fait, des projets et tout le monde travaille sur... nous, les projets éditoriaux, c'est la fabrication, c'est le graphisme, c'est la compta, c'est l'éditeur, c'est l'auteur qui va venir. C'est une chaîne de métiers qui a besoin de se rencontrer souvent pour phosphorer sur un projet éditorial donc, ou un projet de livre. Donc il y a besoin de se voir. Et c'est pas quand on est en visio, parce qu'en plus les gens ont ras-le-bol parce que les visios, on les enchaîne toute la journée et les gens, on voit qu'ils se lassent. Donc on a besoin de se voir aussi. Ouais, et puis la machine à café, c'est important. Et la machine à café, c'est là qu'il y a le plus d'infos qui circulent. Si on passe sur un autre a priori, et là je vais plutôt m'adresser à Alix, sur les organisations culturelles pour lesquelles les postes ne sont pas ouverts aux jeunes parce que de toute manière elles cherchent tout le temps le mouton à 5 pattes avec 10 ans d'expérience mais un salaire de junior. Et je pense que... Oui, ça c'est très fréquent et d'ailleurs nous on refuse ce type de clients. On ne travaille pas avec ces structures-là, mais souvent quand elles ne sont pas du tout ouvertes à la discussion. Mais c'est vrai qu'on reçoit très souvent dans notre boîte mail des recruteurs, mais moi, on ne peut pas les appeler des recruteurs parce qu'ils n'ont jamais été formés au recrutement. Donc de manière générale, c'est des hiring managers, comme on dit en anglais, et qui occupent des postes à responsabilité dans des institutions ou même dans des collectifs, des troupes, peu importe, sur tout le territoire. Et c'est vrai qu'il y en a qui nous contactent et qui nous disent « Oh là là, j'arrive pas à trouver le profil que je cherche ». Alors on pose des questions, on discute avec eux, tout ça, et puis on commence à comprendre au fur et à mesure que, justement, ils ne proposent même pas la possibilité de télétravail, par exemple. Le salaire est complètement dérisoire. On est sur... oui, on ne compte pas les heures et il n'y a pas de récupération, on s'en fiche. On est sur des managers qui nous disent clairement, vraiment, on a toujours fait comme ça, alors je vois pas pourquoi on changerait, voilà. Et c'est vrai que quand on essaye de leur expliquer que s'ils trouvent pas, c'est qu'il y a une raison quand même, c'est qu'au bout d'un moment, il faut être un peu plus souple aussi pour attirer les candidats. Et c'est fermé en fait, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à intégrer et ils nous accusent en fait, ils opposent les candidats et les entreprises.
ils commencent à nous accuser, ils nous disent « mais vous êtes du côté des candidats, voilà. Vous ne voulez que les défendre, vous ne défendez pas les intérêts des employeurs. » Et on leur dit « mais tu nous poses une question, tu nous demandes pourquoi tu n'arrives pas à recruter, on t'explique pourquoi, pourquoi tu as des difficultés. » Et ils sont complètement fermés. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. Et il y en a même qui assument littéralement devant nous les discriminations à l'embauche. Voilà. On a des clients qui nous demandent involontairement de discriminer. Ah non, et puis c'est même pas que des discriminations raciales par exemple, où c'est qu'on est vraiment aussi dans la discrimination vis-à-vis du lieu d'obtention du diplôme. C'est-à-dire qu'on a des recruteurs très régulièrement qui viennent nous voir et qui nous disent « moi c'est du top 5 école de commerce ou rien d'autre, voilà, je veux rien d'autre ». Ou Sciences Po Paris, en gros... mais Dauphine est cité dans les... c'est top 5 écoles de commerce, Sciences Po ou Paris Dauphine. Ou qui nous disent, moi, je veux un administrateur déjà expérimenté avec 10 ans d'expérience, mais pour 2 000 € brut. Mais bien sûr, mon gars, on va te trouver ça, évidemment. Surtout que forcément, dans les métiers en tension, c'est la loi de l'offre et de la demande, les professionnels qui peuvent occuper ces postes-là vont se montrer plus exigeants. Et donc forcément, ils vont avoir tendance à plus négocier leur salaire ou à négocier d'autres paramètres ailleurs que le salaire pour obtenir les conditions qu'ils veulent pour intégrer l'entreprise en question. Et ça, c'est très souvent des problématiques qu'on a. Ça, plus les fiches de poste à rallonge. Les fiches de poste à rallonge, on nous envoie de ces torchons parfois, mais vous n'imaginez pas. Mais je me demande même, comment ils nous disent, c'est le stagiaire qui a rédigé l'offre. Ok, super. Donc on lit le machin et puis on se retrouve, par exemple, chargé de médiation, billetterie, accueil, communication, pour 1 600 € net par mois à Paris. Donc là aussi, on leur dit, vous n'allez pas trouver, c'est normal que vous ne trouviez pas. Et surtout, non mais le pire, c'est ceux qui trouvent le moyen de nous dire, on a reçu 250 candidatures, mais on n'a pas trouvé. Alors là, on revoit un peu aussi le schéma, on lit les candidatures avec eux, on voit le potentiel, on va au-delà des lignes du CV la plupart du temps. On fait même des recrutements sans CV pour certaines startups avec lesquelles on travaille. On se concentre beaucoup plus sur les soft skills, sur la personnalité, les valeurs des candidats. Mais c'est vrai qu'ils ne comprennent pas en fait. Ils nous disent, non, mais lui il n'est pas comme ça, lui il n'est pas comme ça, elle n'a pas ça, elle n'est pas comme ça. C'est cette obsession de vouloir faire rentrer les candidats dans des cases. C'est ils arrivent en fait, c'est un hiring manager, ils arrivent avec des idées préconçues où ils veulent ça et rien d'autre. Et souvent ils cherchent des clones, c'est ça qui est marrant. Oui, pardon, tu voulais... J'ai une question justement là-dessus, sur ces fiches de poste incroyables. Comment des jeunes aujourd'hui qui sont donc dans la position de chercher leur premier ou leur deuxième emploi arrivent à se dire et à se projeter, on a tous été en disant, bon ok, il y a une fiche de poste, je ne vais pas répondre à tous les critères, c'est normal, j'y vais quand même. Et moi j'entends aujourd'hui des gens qui disent, je peux pas, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Le syndrome de l'imposteur. Voilà, comment ces jeunes-là ont les clés aussi pour se dire, je vais quand même essayer de postuler parce qu'en fait, personne ne répond à tous les critères d'une offre d'emploi. Sinon on n'y va pas parce qu'on va se faire chier. Oui, pour moi, par rapport à ce que tu racontes, il y a surtout un problème de management. Ah oui, littéralement. Moi, ils m'auraient recruté, Sudoku Paris plus Dauphine, je cochais toutes les cases, mais par contre... tu ne serais pas laissé faire. Non, mais s'ils ont fait des écoles de management, ils doivent bien se rendre compte que ce qu'ils prônent pour le fonctionnement de leur entreprise, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y en a plein qui n'en ont pas fait, mais ils recherchent pourtant ce type de profil. Oui, non, mais nous, on n'a pas d'horaire, nous, mais je veux dire, c'est fini, c'est un management d'un autre temps, et en plus, on sait très bien que c'est dans ces entreprises-là qu'il y a le plus de burn-out, de gens qui partent pour des mois et qu'on revient, qui gèlent leur poste et qui ne reviennent jamais. Et donc, je trouve ça quand même étonnant de ne pas remettre en cause à des principes de management quand on se rend compte en fait de l'échec des campagnes de recrutement. Pour moi, c'est directement connecté. On ne comprend pas non plus. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait du recrutement dans le secteur culturel. Vous ne faites pas du conseil en management? Non, on ne fait pas conseil en management. On est des chasseurs de tête. Voilà, c'est tout. Il faudrait leur conseiller. Alors, on les oriente de temps en temps, mais en fait, ça ne percute pas. Vraiment, il y a des moments où je me dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux encore penser comme ça? Et au final, on finit par pas travailler avec eux. De toute façon, ils n'ont jamais les moyens de nous embaucher, ceux-là en plus. Donc, on travaille peu souvent avec eux, mais c'est compliqué. Voilà, il y a vraiment des moments où on se dit, il y a quelque chose qui passe pas, quoi. C'est très, très... Et votre question, c'était
comment dire aux jeunes qu'ils peuvent postuler quand même ou Oui, bien alors comment- peut-être qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller, ça, on le sait tous. Et en général, on le sait, oui. Mais comment, oui, Parce que moi, je dis toujours aux étudiants, comme je fais des ateliers de recherche d'emploi en fin d'études, dans une école qui m'est chère, qui a été créée par Cartier, et je dis toujours aux étudiants, postulez, même si vous n'avez, même s'il y a un écart, même s'il y a un décalage, parce que nous, on fait des fiches de poste idéales, bien sûr, mais... ouais, mais ça, on ne le sait pas quand on est Alors, pareil. effectivement, je ne sais pas comment communiquer là-dessus. Moi, parfois, je fais des posts sur LinkedIn où j'essaye justement de dire ce qu'on recherche au-delà de la fiche de poste, l'esprit qu'on recherche, et ça marche d'ailleurs assez bien. Mais effectivement, une fiche de poste, c'est un cadre, et puis il faut s'engouffrer dans le cadre, et dans la lettre de motivation, dire ce qu'on a en plus, ce qu'on a en moins, même ne pas avoir peur de dire ce qu'on a en moins d'ailleurs, ou qu'on n'a pas, mais par contre qui sera compensé par quelque chose d'autre, une expérience à l'étranger, une expérience associative ou artistique ou sportive. On a toujours dans sa vie quelque chose qui peut compenser Mais ça, je suis d'accord, mais comment compétence nous, qu'on quand n'a on pas. formule nos offres, on peut aussi, enfin j'ai jamais essayé, mais peut-être qu'il y a des trucs avec plus, ça c'est impératif. Voilà. Par exemple, parler anglais, c'est dans ce cadre-là, Voilà. c'est obligatoire. Voilà. Bah voilà, il y a Sinon, une là, lettre par marquée contre, impératif, Souhaité, souhaité, idéal. idéal. Et après, Serait l'entreprise, un elle plus, sait, peut-être, ouais, serait un plus. Et après, quand il manque des compétences, l'entreprise, Elle peut former. forme. Ouais. Oui, C'est mais ça, moi, faut je pas avoir oublier peur que- faut moi, pas je- oublier de... Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, en fait, de recruter des gens avec des offres d'emploi. Et maintenant, je passe que par mon réseau. Parce qu'en fait, moi, quand mes compétences exigées, c'est exigé. Le reste, non. Mais si je mets expérience de 2 ans dans le spectacle vivant exigé, et que je me retrouve avec 100 candidatures de gens qui ont fait des masters de cinéma, et ben ça ne va pas, en fait. Et donc du coup, je me retrouve avec un nombre de candidatures tellement délirant que pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. Et c'est vrai que du coup, c'est dommage parce que le fait de ne recruter que par le réseau, je pense que c'est très restrictif parce que forcément, votre réseau, c'est des gens qui ressemblent. Donc du coup, ça empêche quand même une certaine diversité. Mais moi, ça m'a complètement découragée. J'ai fait 2 recrutements comme ça. Et pour finir, j'ai arrêté, quoi. Ça n'avait pas de sens. Je recevais des centaines de CV dont les 3/4 n'étaient absolument... Même, je lisais même pas la lettre de motivation. Je parcourais le CV et je voyais que c'était tellement hors cadre. Donc au début, je répondais. C'est l'autre extrême. Ouais, Bah c'est oui, ça. c'est 2 extrêmes. Parce que oui. je pense c'est que ça. alors c'est toujours pareil, il y a les grosses boîtes où on va vous demander des compétences qui sont liées à un métier spécifique et donc là bah, c'est assez, voilà, si on recrute pour un métier d'éditeur ou un métier de graphiste, on va vous demander dans des plus petites structures, enfin je parle pour le milieu de l'édition, pour des petites structures, c'est vrai que là on va demander un peu plus de polyvalence et la personne qui recrute, normalement, elle sait que la personne en face d'elle, elle n'a pas toutes les compétences. Donc il y a un moment, elle se dit, bah, je vais compenser. Soit elle est capable de compenser, parce que nous, on a beaucoup de petites structures aussi dans l'édition. On a une dizaine de grosses structures à plus de 500 salariés. Et après moi je vois adhérents SNE, on a 292 entreprises adhérentes qui ont entre 0 et 10 salariés. Donc, Ah, des TPE, donc. des ouais. TPE. Des TPE, quoi. Des TPE. Et donc, alors, nous, ce qu'elles font, c'est que beaucoup, nous, l'apprentissage s'est beaucoup développé dans l'édition. En fait, les chiffres pour nous, édition, on voit qu'en 5 ans, on a triplé le nombre d'apprentis. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait l'aide à l'embauche? Oui, il y avait les aides de l'État. Mais au malheureusement, final, quand même, ils se sont rendus compte, parce qu'en fait, avant, on utilisait des stagiaires. Maintenant, ce sont des apprentis, et les apprentis, on les forme sur une année. On les forme sur 2 années. Moi, je les embauche dans 2 tiers des cas. Et ben voilà, et ben nous aussi, en fait, ça se termine par, peut-être un peu moins, mais finalement, comme la plupart des employeurs cherchent des gens avec de l'expérience, même quand vous débutez,
l'apprentissage, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Et en plus, les gens qui sont recrutés après de l'apprentissage, ils connaissent l'entreprise, son fonctionnement, et ils ont vu que leur poste allait couvrir peut-être plusieurs compétences. Et l'entreprise les connaît. Et l'entreprise les connaît, exactement. Il y a pas Donc, surprise. nous, je sais que dans l'édition, l'apprentissage s'est beaucoup développé. Et à côté de ça, on a quelques DRH qui disent il faut oser, il ne faut pas avoir peur de postuler, peut-être que ça passera. Il faut pas se freiner en fait. Et comme tu le disais, dans la lettre de motivation, faire ressortir ce qui pourra. Mais c'est valable dans le secteur culturel comme dans tout secteur, comme partout. En fait, faites ressortir votre plus, peut-être un peu particulier, qui fera que ça va attirer et que la personne va se dire oui. Surtout que maintenant, ce que les jeunes disent, c'est qu'ils font une formation. Enfin, je discutais avec une jeune femme qui a fait une école de commerce et qui s'est orientée après vers de la formation. Donc elle s'occupait formation dans une maison d'édition et elle me dit, mais moi de toute façon j'ai fait ça parce qu'il fallait que j'ai un diplôme, mais je sais que dans ma vie je vais faire peut-être 4 ou 5 métiers qui seront complètement différents parce que le diplôme il permet d'entrer quelque part, mais après on peut via des mobilités, via de la formation faire d'autres choses et changer si ça vous plaît pas, si vous n'arrivez pas, si vous vous sentez perdu, si vous voulez évoluer parce que ça fait un moment que vous êtes dans un poste et que vous avez envie de changer. Mais bon, l'idée c'est de commencer, oser postuler, faire ressortir ce qui est quelque chose d'un peu quelque chose qui va accrocher l'œil du recruteur, quel qu'il soit, externe ou recrutement interne, et voilà. Il me semble qu'il y avait une statistique aussi, c'était une étude réalisée par l'APEC qui avait montré, ou Pôle emploi je crois, enfin France Travail pardon, mais merci, je suis pas le seul. non mais j'ai dû, voilà, l'APEC ou France Travail, je ne sais plus, c'était une étude sur le fait que les femmes postulent à une offre que quand elles correspondent à 50% à au moins 70% des critères, alors que les hommes vont postuler dès qu'ils remplissent 50%. Donc c'est une question Ouais. de confiance. Donc il y a aussi un... Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... Et dans les façons aussi de peut-être d'étoffer un petit peu son CV pour cocher plus de cases sur les fiches de poste. On a évoqué l'alternance et les stages. Ce qui se fait pas mal dans certains secteurs de la culture aussi, c'est de faire du bénévolat. Et de pouvoir valoriser ça aussi sur un CV, ça joue dans certains secteurs. Et dans quel cadre du bénévolat? Sur des festivals. Ah oui. Il y a quand même beaucoup de festivals qui fonctionnent sur sur de l'accueil, mais pas que de l'accueil. Sur les festivals, ils vont parfois assez loin sur le bénévolat. Oui. Durant les études, pendant les études, il y a énormément, il y a des associations étudiantes, qui permettent de se faire de l'expérience aussi, de rencontrer aussi, de développer son réseau, de rencontrer du monde. Alors ça, je pense que dans le secteur de la culture plus qu'ailleurs, le réseau, il y a beaucoup de jeunes qui nous font remonter quand on les rencontre dans des forums et tout ça, et disent mais c'est parce que il y a un réseau, il faut se créer un réseau pour pouvoir y rentrer. C'est vrai que c'est pas... je disais que tu passais par ton réseau pour recruter pendant mais par contre, mais après, moi c'est vrai que je recrute beaucoup d'apprentis en fait. Et là, pour le coup, ça n'a aucun rapport. Là, ça n'a aucun rapport. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, dans le domaine du spectacle, de la production du spectacle vivant, il y a un seul Master 2 qui est en apprentissage. Donc, de toute façon, on n'a pas énormément de choix. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il passe sur une option à 2 ans. Master 1, Master 2 en apprentissage. Il y a aussi la super licence professionnelle du CFA des métiers des arts de la scène de Nancy. D'accord. Oui, en alternance, licence professionnelle, on en est partenaire, c'est pour ça, qui forme au métier de la production. Donc c'est vrai que là pour le coup, sur les apprentis, c'est pas des gens qui ont des réseaux. Et après quand je dis réseau, disons que j'appelle mes potes qui bossent dans les théâtres pour savoir si ils n'ont pas quelqu'un qui était en stage qui était super ou voilà quoi. C'est plutôt ça. Ouais. Après pour les jeunes, il ne faut pas hésiter à aller
aller traîner ses guêtres dans les alors J'adore l'expression. Alors, nous, côté édition, on n'est pas très présent dans les salons étudiants ou autres parce que il y a l'Asfored en général. Oui, l'Asfored. Alors, l'Asfored, je les aime beaucoup parce que bon, ils étaient très liés au SNE, mais il n'y a pas que l'Asfored en fait. on essaye, nous, branche professionnelle, de promouvoir toutes les écoles. Donc les maisons d'édition, parce que ils ont un réseau assez conséquent, mais c'est d'essayer même d'aller dans les festivals. Nous par exemple, je lance l'info, au Festival du Livre, on a monté un forum des métiers, donc on a pour faire connaître les métiers de l'édition autres que celui d'éditeur, parce qu'il y a d'autres métiers. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une table ronde avec des DRH. Donc, chaque année, j'ai 4 DRH qui viennent parler aux jeunes en leur disant voilà comment il faut faire pour rentrer dans une maison d'édition, voilà ce qu'on recrute. Et donc, il y a 4 maisons d'édition qui sont là. Donc, on arrive chaque année, on essaye de diversifier un peu. Et c'est l'occasion de se faire connaître, d'apporter son CV et qu'il ne tombe pas dans une boîte... mail générique. Une boîte mail générique. Et après, pour attirer les jeunes, alors je fais un peu de pub aussi, mais non, on est là pour ça aussi. Voilà, on a monté on est en train de développer un site, une plateforme de recrutement qui s'appelle Livre Emploi. Et en fait, c'est pas seulement une plateforme sur laquelle il va y avoir, il y a déjà des annonces, apprentissage, stage, je sais plus, oui il y a des stages aussi, stage, apprentissage et contrat CDD, CDI. Toutes les maisons sont susceptibles de déposer des annonces et il y a une CV Tech. Et en fait, ce qu'on est en train de développer via de l'IA, c'est que CV, et on va faire matcher offre et CV. Il va y avoir un tri automatique qui fait que les DRH derrière ou les responsables recrutement dans les maisons d'édition, elles vont récupérer les CV qui correspondent aux mots-clés qu'elles auront rentrés dans l'offre. Donc, sans que les gens postulent directement. Alors, sans que soit les gens déposent, soit ils postulent directement, il y a plusieurs possibilités. Soit ils postulent directement, soit le CV, de toute façon, il est conservé pendant un certain temps, il sera dans une CV Tech. Et quand des offres vont arriver, si la maison d'édition a décidé d'avoir le service IA et de match entre les CV et l'offre, il y aura des CV qui vont remonter. Et ça, du coup, ça vient vraiment à l'encontre de ce que vous disiez précédemment. Parce que du coup, il y a des choses qui ne matchent pas, ça remonte pas. Donc, ça dépend. Ça laisse pas la place à ce fameux ça dépend les mots-clés qu'on rentre. Ça dépend les mots-clés qu'on rentre. Et puis comme ça sera un service payant, je ne sais pas si tout le monde va y aller. Après, c'est l'idée qui a été développée pour faciliter le tri sur certains métiers. Mais en attendant, les jeunes, il faut quand même qu'ils osent. Et il y a peut-être... s'ils font un CV correctement et qui rédigent une lettre de motivation correcte, je ne vois pas pourquoi ça ne remonterait pas à un moment. L'idée, c'est pas de non, mais du coup, il n'y a que ce qui va matcher le plus qui remontera. Donc, là encore, ça dépend des données qu'on rentre, oui, bien sûr. des données qu'on sélectionne. Donc... mais c'est aussi... Ça laisse moins de place à la petite marge peut-être, sauf si le système est bien conçu, parce que les systèmes peuvent tout à fait accepter aussi bien sûr. D'avoir des marges de... Et comme je vous le disais, ce système d'IA, il sera payant et peut-être que pas tout le monde ne voudra l'utiliser. Il y a un moment où l'IA... de toute façon, ça l'est déjà dans d'autres industries que la culture. L'IA dans le recrutement, ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'il y en a. Et il y a beaucoup de startups qui se sont mis sur ce créneau d'ailleurs, dans la tech principalement.
Et il y a des plateformes même qui sont spécialisées dans le matching via l'IA de candidats avec des entreprises. Ouais. Mais pour l'instant, ça c'est pas, c'est vraiment dans certains secteurs d'activité qui sont assez spécifiques. Vous ne savez pas. Ah non, pas du tout. Alors là, vraiment, non. En fait, nous, on ne traite absolument pas le volume de candidatures qui justifierait l'utilisation d'un tel outil, en fait. Ah non, vraiment pas. Nous, on fait du mano à mano. On fait tout. On s'occupe de tout à la place de nos clients. On fait le tri mano à mano, à l'artisanal, bien comme il faut. Mais je sais que oui, dans certaines très grosses entreprises, du CAC 40 par exemple, dans la banque, dans l'industrie, ce genre de choses, oui, là, effectivement, ils utilisent des outils de filtrage des candidatures qui utilisent souvent l'intelligence artificielle où s'il n'y a pas le bon mot-clé au bon endroit, le CV peut passer à la trappe, quoi. Mais c'est dans notre secteur, ça reste encore... Alors nous, c'est en test, voilà. C'est en test. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'était un souhait de certains de voir ce que ça donnait. Et après, je reviens sur un sujet qu'on a abordé avant, du fameux manager un peu toxique qui exige tout et n'importe quoi de ses équipes. Comment est-ce qu'un jeune qui débarque dans une entreprise peut réagir par rapport à ça? Déjà, il ne faut pas qu'il intègre l'entreprise. Il veut sauver sa peau. Parfois, on ne le voit pas tout de suite. Il vient voir la DRH. Il a des acteurs qui sont évidemment, quand il y a un volume assez important, il y a la DRH, il y a les représentants du personnel, il y a les collègues, il y a beaucoup de façons de... Je me dis que quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui vient de décrocher un travail, est-ce qu'il va oser déclencher tout ça? Alors après, ça sachant dépend qu'il est dans quel une situation peut-être un peu précaire. Mais s'il vient dire à la DRH comment je réagis par rapport à ce qu'il me demande, il ne déclenche pas forcément quelque chose, il reçoit des conseils. Et de toute façon... La problématique, c'est souvent dans les entreprises qui n'ont pas de fonction RH. C'est ce que j'allais dire. C'est dans les plus petites ça structures, dépend. effectivement, qui C'est plus compliqué. Ouais. Après, si ça va jusqu'au sentiment de harcèlement ou autre, maintenant on met en place des... Il y a des cellules, il y a des référents. Alors nous, dans l'édition, on a mis en place des référents de branche. C'est-à-dire qu'on s'est dit que dans les petites entreprises, quand il n'y a pas de service RH, quand le problème c'est mon N+1 et que j'ai pas de N+2, je fais comment? Et bien dans ce cas-là, on a une liste de référents de branches. Donc ce sont soit des organisations syndicales qui sont dans le secteur et qui sont à même qui ont été formés et qui vont répondre aux questions de ces personnes, être à l'écoute, savoir les orienter et donc il y a le côté organisation syndicale et après on a des volontaires, c'est-à-dire on a des référents de grandes entreprises qui se sont portés volontaires pour être sur cette liste de référents. Et donc on s'est dit que ça permettait plus d'anonymat en plus parce que tout de suite et donc on a mis en place ce système mais c'est pour la lutte contre le harcèlement moral donc après quand c'est un niveau un peu en dessous Et à la base c'est pareil, vous avez été confronté à ce genre de questions de remontée des adhérents? Alors nous c'est assez complexe parce que c'est que des microstructures ou voire même des gens qui travaillent seuls dans un rapport direct entre chargé de production et artiste. Dans les bureaux de production, la question c'est qu'il y a la gestion du personnel du bureau de production, mais il y a le contact avec les artistes. Et ça, on ne peut pas toujours maîtriser tout. Et donc il faut qu'il y ait une vigilance. Moi je trouve que, vous dites les jeunes ils osent pas, pour moi les jeunes ils osent beaucoup plus que nous ce qu'on osait même quand on n'était pas jeunes. Moi-même il y a 8 ans, je suis sortie d'études il y a 8 ans et moi-même à 8 ans je ne connaissais rien du tout, mais vraiment à tout ça. Voilà, clairement si j'avais des problèmes avec mon manager j'allais me plaindre à ma tante et je pleurais dans ses bras, mais mes parents. Mais j'aurais jamais eu le réflexe que certains jeunes aussi ont aujourd'hui, moi, là, j'ai des avec une meilleure connaissance. Vraiment, si salarié de 24-25 ans, donc Ouais. c'est le premier emploi et qui viennent me dire tel artiste de 75 ans,
il a mal agi, ou là j'ai eu le cas récemment par exemple sur un vidéaste qui faisait les captations de spectacles pour un metteur en scène, et ça faisait des années qu'il parlait très mal aux gens, et que je disais faut en changer. Et là, c'était la fois de trop, et moi, ma collaboratrice qui a 24 ans, elle est venue me voir en me disant moi je ne tolère pas. Donc on a fait une réunion, non pas avec le vidéaste, mais avec le metteur en scène qui ne voulait pas se débarrasser de ses prestations, et j'ai fini par lui dire qu'en fait, soit il ne travaillait plus avec moi, soit il changeait de vidéaste, parce que nous, on ne tolérerait plus ça. Et donc là, il y a effectivement cette chose générationnelle, puisque lui, il a à peu près 60 ans, et oh, mais c'est pas grave, il est un peu beaucoup. Non, il n'est pas beaucoup, il est harceleur, ça a un nom aujourd'hui. Donc ça, c'est assez simple. Après, moi, dans ma structure, il y a sur les VSS une chose très systématique. C'est-à-dire que tous les artistes et toutes mes collaboratrices ont fait des formations sur les VSS. Et moi, ce que je déplore, en fait, c'est que les formations sur les violences au travail ne soient pas obligatoires. Et dans mon secteur du spectacle vivant, les formations sur les VSS, elles sont payées par le syndicat, par exemple le Syndéac, mais pas sur les violences au travail. Et je trouve ça très dommage, parce que du coup, je trouve qu'on est moins outillés. Et après, moi aujourd'hui, je viens... Alors, c'est pas des violences au travail, mais c'est une chose qui, pour nous, qui n'avons pas de formation de RH spécifique, est assez déconcertante, c'est que je trouve qu'on a de plus en plus de difficultés avec des artistes autour de nous qui ont des problématiques de maladies psychiatriques qu'on ne sait pas traiter, ou d'addiction. Chez les personnels techniques, en fait, qui, je pense, est lié au fait que nous sommes pour la plupart des intermittents et des intermittentes, et qu'en fait, dans les entreprises, quand les gens partent en burn-out, en fait, ça a souvent des causes multiples, sauf qu'ils ne sont plus au travail. En attendant, ils sont en train de se soigner. Mais chez nous, quand on arrête de travailler et qu'on est intermittent, on arrête de gagner de l'argent, et à terme, on perd son statut. Donc je pense qu'il y a tout un volant, et je crois que depuis le Covid, ça s'est accéléré, de personnes qui sont des souffrances psychologiques, psychiatriques, qui ont des soucis, voire même des soucis d'addiction. Et chez les régisseurs, régisseuses, surtout régisseurs, pour ce que j'en vois, il y a aussi des soucis d'alcoolisme, de drogue qui sont assez importants. Et nous, c'est vrai que ça, c'est des choses pour lesquelles on n'est pas outillés. Et là, à la PAS, on s'apprête à lancer un chantier avec Daily Santé et Audience pour pouvoir travailler sur ces problématiques-là, pour pouvoir développer des boîtes à outils, en fait, et qu'on sache comment réagir dans des situations où on n'a que notre bon sens, et c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Ouais, qui vous dépasse un petit peu, ouais. Mais moi, je trouve pas que les jeunes n'osent pas dire. Je trouve au contraire, les jeunes, ils osent plus dire qu'ils veulent. Et ils repèrent plus les situations problématiques que les vieux. Ils les repèrent plus, mais ils vont peut-être pas oser aller voir directement, enfin, dans la structure, ils vont pas forcément aller vers la personne qui est dans la structure, et je dis, quand on est 2-3 personnes dans la structure et que c'est dans celle-là qu'il y a une violence, c'est bien aussi d'avoir à l'extérieur. Alors nous, on a mis en place pour nos adhérents un kit, une boîte à outils, où on a listé, alors il y a plusieurs, déjà on a la cellule d'écoute, mais ça c'est quand même quand on arrive à un niveau de... Mais elle est mise en œuvre par qui, la cellule d'écoute ? La cellule d'écoute, c'est Audience. D'accord. Mais Audience, vous en avez une dans le spectacle. Oui, c'est Audience. Oui, il y en a une, oui. C'est Audience, donc en fait on a fait des affiches qui ont été envoyées à tous nos adhérents pour qu'ils puissent les mettre dans les entreprises, pour que tout le monde ait connaissance de cette cellule. Et après, à côté, alors les entreprises le font ou ne le font pas, mais en tout cas, on a mis à disposition de toutes les entreprises les listes des associations qui peuvent aussi mais moi, je mets ça dans les contrats de travail. Alors nous, non, mais... comme c'est des intermittents, chaque boulot, c'est un nouveau contrat de travail. Et dans chaque nous, contrat de travail, on met ça. Donc, le numéro du référent, les cellules d'écoute, dans chaque contrat de travail, on le remet. C'est affiché dans les entreprises. Et donc on leur a mis tout un tas de les clauses qu'il faut mettre dans les règlements intérieurs, alors nous les contrats de travail, nous les DRH ont refusé qu'on mette des choses, et alors nous la difficulté qu'on a, vous dites, nous c'est
on a des tiers à l'entreprise, parce que nous on sait gérer, les DRH vont savoir gérer la situation avec, et elles sont capables de mettre en œuvre des sanctions ou des mesures d'éloignement quand deux salariés ont des problèmes entre eux. Mais le problème, c'est quand la personne est extérieure à l'entreprise. Et nous, typiquement, ce sont les auteurs. Nous, on a beaucoup de soucis avec alors nous, les attachés de presse. Les attachés de presse sont beaucoup. Oui, mais en fait, ça fait l'objet de beaucoup de négociations. J'ai entendu aucun souci avec les attachés de presse. Alors, les attachés de presse, quand elles vont dans les festivals, quand elles se déplacent et qu'elles se déplacent avec certains auteurs, on sait que certains auteurs sont problématiques. Ah oui. Voilà, c'est oui. ça, c'est là-dedans. Et donc, comment l'auteur, mine de rien, c'est. Oui, mais nous, c'est pas le même rapport. Alors que nous, le problème, c'est que l'auteur, il fait vivre à la maison d'édition. Nous, c'est l'attaché de presse qui fait vivre l'artiste, alors c'est pas pareil. Voilà, alors que nous, ça renverse le rapport. Et voilà, le rapport est inverse, c'est-à-dire que nous, l'auteur, résultat, si c'est un auteur emblématique de la maison, quand on dit à son directeur, il s'est mal comporté pendant qu'on était en déplacement et tout, on fait quoi ? Donc, et on a essayé, pour vous dire jusqu'où ça va, c'est qu'on est tout à fait conscient du problème. On a voulu le régler dans un accord, dans notre accord collectif, en l'indiquant, en disant qu'on allait protéger les salariés de l'édition contre tout, contre même les prestats externes. Et le ministère du Travail, vous savez, à un moment, les accords, on les passe devant le ministère du Travail pour qu'ils soient étendus. Et là, le ministère du Travail nous a dit « Ah mais oui, mais non, mais parce que vous n'êtes pas dans une relation de travail avec eux. » Ben oui, mais nous, on essaye de protéger nos salariés. Donc il y a un moment... Les prestataires ne sont pas soumis Non, parce qu'ils ne sont pas en relation de travail avec vous en application du Code du travail, comme on définit une relation de travail. Alors nous, le Code du travail, dans notre milieu, c'est très complexe. Voilà, c'est pour une raison vraiment purement structurelle. C'est que les compagnies, c'est des associations. Et donc, le bureau, en fait, c'est un bureau qui est souvent l'entourage, mais qui n'a absolument aucune connaissance en matière légale. Donc, ça perturbe un peu la relation de direction, en fait, puisque c'est nous, en général, les directeurs et directrices de production et administratrices qui sommes des salariés qui nous retrouvons avec à gérer des choses qui auraient dû être réglées par la présidence de l'association. Donc ça brouille un peu les pistes. Oui, complètement. Ça brouille les pistes des responsabilités légales, en fait. Puisque la personne qui a la responsabilité légale, c'est pas celle qui œuvre au sein de l'entreprise à la mise en place de la politique RH. C'est fascinant. J'adore quand deux secteurs de la culture échangent sur leurs pratiques respectives, en fait. C'est absolument passionnant. Mais on n'a pas du tout les mêmes populations. Enfin, nous, on a des permanents. Enfin, c'est des gens. Alors, si on a une petite population qu'on appelle les correcteurs, donc ce qu'on appelle les travailleurs à domicile, qui sont des gens qui travaillent de chez eux, en fait, qui travaillent à la tâche, mais on n'en a pas beaucoup dans le secteur. Puis en plus, pour la plupart, ce sont des gens qui ont un métier à côté ou qui font la correction des livres. Mais sinon, les 95% du secteur, ce sont des CDI ou CDD, des contrats classiques. Oui, mais enfin, ceci dit, nous aussi, on a des problèmes. Hein. Moi, par exemple, il y a 2 ans, au sein d'une équipe artistique, j'ai eu un cas en tournée d'agression sexuelle, de viol, en fait, entre 2 personnes qui étaient sur le plateau. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on en fait une, le spectacle il s'arrête. Complètement. Donc c'est très 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 compliqué. Donc là, il faut un savoir-faire, voilà. Et comment vous avez... on a appliqué à la lettre ce qui nous était recommandé, enquête, éloignement, remplacement, et voilà. Donc une des 2 personnes remplacées. La personne harceleuse a été virée, en fait. Sauf que vous voyez, quand il y a 2, 3, 4 semaines de répétition pour arriver à ce résultat-là, c'est un peu compliqué. Donc on est obligé d'essayer de trouver un moyen terme. On va accélérer le process. Est-ce que pour toi c'est gérable moyennant certaines choses opérationnelles de protection
combien de temps, combien de jours tu peux encore continuer, ou est-ce que tu peux plus du tout continuer, mais là, en l'occurrence, on est en Martinique, on fait quoi, on arrête, on rentre tous, bah oui. Oui, il y a des impératifs. Non mais Après, parce que c'est la nature de notre métier. Oui, Là, oui, si mais vous bien voulez, sûr. Voilà, on parle d'une fête, tout le monde est rentré ouais. bourré, lui il a fait toc-toc, elle a ouvert sa chambre et voilà quoi. On fait quoi? On va pas faire peur aux jeunes. Hein. Ah non, pas- mais c'est je pas- C'est pas du tout, c'est parce moi. que je travaille je travaille dans le spectacle depuis un moment, et ce que je constate dans les différents employeurs que j'ai côtoyés, c'est un manque de formation des clients, de certains managers. Certains ont fait le job et ont décidé de se former. Alors évidemment, il y a des formations obligatoires qui sont quand même très aidantes, mais et on est coincé. Et quand on est dans le management intermédiaire, moi j'étais dans la structure où je faisais mes recrutements moi-même. Enfin, évidemment, sur le dernier tour, je le faisais avec l'administrateur qui avait fonction RH. Et je veux dire, je suis l'histoire de l'art. J'ai aucun. Évidemment, maintenant je commence à avoir un peu d'expérience parce que j'approche plus les 50 ans que les 20. Mais j'ai été un petit peu formée grâce à des organismes de formation sur le management, mais c'est très léger, quoi. Et parfois, le niveau supérieur ne veut pas entendre parler des difficultés qu'on a à répondre à des demandes bien légitimes d'une génération qui arrive sur le marché et qui, oui, a le droit de ne pas vouloir faire 3 week-ends d'affilée. Enfin, Oui, alors que nous, maintenant, pour avoir des subventions, on nous demande l'attestation quand même de la formation au VHSS. oui, tout à fait. Oui, parce que j'étais dans une scène nationale avant. Donc, voilà. Donc maintenant, ça devient en fait. Mais devient c'est le directeur. Alors nous, à la MGT, on a tous été formés, mais en fait, il faut le faire tous les ans. Parce qu'en fait, quand Bien il y a sûr. quelqu'un qui change. Oui, et puis les techniciens, c'est un peu compliqué pour les envoyer. Enfin, oui, je vois bien, ouais. Ça serait intéressant pour l'année prochaine d'avoir aussi quelqu'un du secteur public. Parce que là, on est tous du secteur privé, qu'il soit non lucratif ou lucratif. Ouais. Et je pense que ça serait vachement intéressant d'avoir le point de vue aussi d'un établissement public, par exemple, sur cette question-là, de ce qui se passe. Enfin, moi, des témoignages que j'ai entendus, il y a certains grands musées publics parisiens où en ce moment, il y a des choses assez graves qui se passent. Il y a beaucoup de signalements dans certains services à la médecine du travail et où en fait tout le monde fait l'autruche, quoi. Voilà. Donc je ne cite rien du tout, hein, Mais évidemment. c'est vrai que dans le privé, petit à petit, on s'est tous structurés parce qu'on a eu des remontes. Enfin, on a mis en place des choses. Alors, je pense qu'on en est vraiment au début. Il y a aussi l'AFNOR qui permet de développer ces pratiques. Nous, on est hybride privé-public, puisqu'on Oui, est c'est vrai. une société de droit privé, mais avec actionnaire unique qui est l'État. Et par exemple, on a posé notre candidature au label égalité de l'AFNOR, qu'on a eu le 1er février. Et ça nous a obligés à nous former, à faire un tas de choses. Il y a un tas de prérequis avant de pouvoir poser sa candidature. Et ça, c'est vraiment très très bien. Après, c'est vrai que les branches professionnelles sont là pour structurer et pour s'occuper de ce que ne peuvent pas faire les petites entreprises et leur imposer des règles. Et c'est vrai que nous, dans l'accord qu'on a mis en place, on a imposé jusqu'à un certain niveau de management que tout le monde soit formé. Alors on nous a demandé des délais parce que c'est un peu c'est long, hein. Il faut de la place, il faut de la place dans les organismes de formation, et il faut les moyens. Il faut les moyens de libérer du temps de travail pour être formé, parce que ça aussi c'est une problématique dans les entreprises. Ça se met en place. Alors maintenant, la solution qui a été trouvée pour beaucoup, c'est vous n'avez pas fait la formation, ou alors vous ne respectez pas la charte ou autre, pas de subvention. Nous, c'est ça. Il y en a de plus Et en si on ne plus fournit qui pas font ça. l'attestation, on ne peut pas déposer de demande de C'est ça. Le subvention. directeur de cinéma aussi, on Ouais. est obligé de suivre la formation de la HSS. C'est vrai que toutes les structures privées, que ce soit associatif ou autre, dès qu'il y a des subventions, maintenant c'est dans les Maintenant, c'est conditions quasiment, d'attribution des subventions. On a déjà dépassé un petit peu l'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, il y a le cocktail après. Voilà. Sinon, je vous invite à monter à l'étage. Effectivement, il y a un Papoter lors verre. du cocktail sans aucun problème. Surtout qu'on doit sortir à 19h parce que la maison ferme à 19h. Donc, Est-ce qu'il y a du champagne? Mais donc, après, et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Des gens qui sont bien. Et vous pouvez les poser en haut aussi. Ce cocktail, Ouais.